Alors on va voir aujourd'hui un tableau de Jacques-Louis David. On a déjà vu un tableau de lui la semaine dernière, est-ce que tu te souviens? Le serment du jeu de paume. Alors aujourd'hui on voit un tableau de lui qui représente le premier consul franchissant les Alpes au col du Grand Saint-Bernard. Le premier consul était en fait... Thierry, est-ce que tu peux nous expliquer les différents codages qu'utilise le maître? Dès qu'on a une croix avec un rond, c'est qu'il faut chercher dans la liste de mots. D'accord. Quand on a une croix avec Montre avec ton doigt, vas-y. Montre. Quand on a une croix avec un dé, il faut chercher dans le dictionnaire. D'accord. Quand on a une croix avec... Toute seule? Oui, c'est comme ça par exemple là. Oui, faut chercher, faut essayer de deviner. Là c'est une autorité. Quand on a une croix avec un BC, il faut chercher dans la picherelle. Alors on va découvrir tout de suite le texte introductif. Le premier consul franchissant les Alpes. Voici le tableau le plus célèbre représentant Napoléon Bonaparte. Jacques-Louis David le représente lorsqu'il... Le principe est donc de définir 3 groupes dans la classe, que j'ai défini moi avec des couleurs, vert, orange, rouge. La dictée du groupe des verts étant la plus courte et la partie la moins ardue du texte, et la dictée des rouges étant la plus longue avec les plus grandes difficultés qui arrivent principalement en fin de texte. La différenciation se fait donc sur la longueur, mais également sur la difficulté. Le procédé ensuite, les élèves ont chaque semaine une liste de 40 mots à apprendre, tous en lien avec un thème. Bon, attends, on va le montrer à la limite, ça va être aussi bien. Voilà. J'étais dessus. Bon, voilà. Oui. Par exemple, cette semaine, le thème était l'armée. À partir des 40 mots à apprendre, j'ai défini un tableau cette semaine, celui de Jacques-Louis David, le premier consul franchissant les Alpes. Donc en fait, tu choisis une œuvre. Ce que tu dis l'armée, ça peut paraître étrange comme thème pour l'école, c'est parce qu'en fait, c'est en liaison avec un thème d'histoire de l'art. Exactement, oui. Voilà. Donc là, tu as choisi une œuvre. J'ai choisi une œuvre et j'ai écrit, en utilisant un maximum de mots du thème de la semaine, j'ai écrit un texte parlant de cette œuvre, explicitant quelque peu cette œuvre, pour donc construire ce texte. Pour présenter la dictée, quoi. Présenter l'événement historique, présenter le tableau. À dos d'âne, point, et le groupe des oranges s'arrête là. Les oranges, vous avez fait une dictée de 62 mots. Vous mettez votre point orange dans la marge et 62 mots. Les rouges, on continue, on termine. Est-ce que tous les enfants vont faire le même texte? Alors la base de travail est le même texte pour tous les élèves. Simplement, on différencie en longueur en fonction du groupe et 2 enfants en plus grande difficulté ont à leur disposition un texte à trous, la dictée à trous, qu'ils vont compléter avec les mots au fur et à mesure de la dictée. Parce que j'ai des problèmes, donc du coup le maître il me fait des textes à trous. Quand par exemple il est rendu à représenter et qu'il y a un trou quand il dit représenter, je note représenter. C'est pas trop difficile pour toi d'aller chercher, comment corriger dans le Becherel? Ça dépend des mots. Ça dépend des mots. Si tu as du mal, si tu n'arrives vraiment pas, qu'est-ce que tu fais? Je dis au maître que j'arrive pas à trouver l'erreur. D'accord. Je cible les mots que je souhaite voir travailler, les notions que je souhaite voir travailler. Mais pour ces 2 enfants, pour l'une en particulier, c'est une surcharge que d'écrire beaucoup. Donc je cible sur certains mots uniquement, certaines notions pour vraiment évaluer et la faire travailler sur ces notions-là. Donc Vincent, toi tu travailles d'une façon un peu particulière, est-ce que tu peux nous expliquer comment? En fait, j'ai des problèmes d'écriture, c'est pour ça que j'utilise un ordinateur. Vincent est dyspraxique, donc pour lui, depuis 1 an et demi maintenant, on travaille beaucoup par l'intermédiaire de l'ordinateur, du PC. Donc lui saisit la dictée au clavier, il saisit le texte en entier,
On a commencé au tout début par des textes à trous, puis petit à petit on est arrivé à la saisie du texte entier, ce qui lui permet également, lors de la phase de correction, je mets en exergue les erreurs en mettant les caractères d'une couleur différente, le mot d'une couleur différente, et à ce moment-là il peut corriger comme les autres en fait. De la même manière Voilà. que les autres, Il fait le même travail sur un support différent. D'accord. Et à la fin, tout est imprimé et le support écrit est le même sur un cahier, le cahier du jour, comme Oui, ses c'est collé camarades. dans son cahier du jour. C'est collé dans le cahier du jour. D'accord. Voilà. Tu es satisfait de ton travail? Tu fais encore beaucoup de fautes? Qu'est-ce que tu penses de ton travail? Ça m'arrive d'en faire beaucoup encore. Quelles sont les étapes de la correction au moment de la dictée d'abord et dans le temps qui est spécifique après? Au moment de la dictée, les élèves ont un temps de réflexion, un temps de relecture guidée. Je leur projette ou je note au tableau les points qu'ils doivent travailler plus particulièrement, les points sur lesquels ils doivent être le plus attentifs. Tout ceci en lien avec les dernières notions travaillées en orthographe, en grammaire et en conjugaison. Donc ils ont ce temps avant tout pour relire. Je passe également régulièrement dans les rangs pour pointer du doigt quelques erreurs, pour orienter un petit peu vers des erreurs commises. Ça c'est le temps qui intervient juste après la dictée. Voilà. Et dans un deuxième temps, le lendemain, il y a un temps de correction qui fait partie entière de l'exercice, puisque moi de mon côté je corrige les dictées en utilisant un code de correction que tous dans la classe connaissent. Et le lendemain, les élèves ont leur cahier corrigé, les fautes mises en exergue grâce à ce code de correction, et savent vers quel outil s'orienter pour corriger au mieux. Oui, parce que le but du code, en fait, c'est de renvoyer vers des outils. De renvoyer vers l'outil adéquat qui permettra une correction. C'est pas juste un repérage des fautes seulement pour les fautes. C'est là aussi qu'intervient la différenciation, c'est-à-dire que pour certains élèves qui ont besoin d'être plus guidés, je mettrai systématiquement le code qui permettra d'aller vers l'outil plus rapidement. D'accord. Pour d'autres, un peu plus autonomes face aux erreurs, face aux difficultés, j'utiliserai la simple croix non codée de façon supplémentaire pour leur laisser l'initiative de... On va chercher le renseignement dont ils ont besoin. Voilà, exactement. D'accord. Et donc concrètement, ça renvoie vers quel type d'outils? Alors les outils principalement utilisés sont le dictionnaire, le Becherel et surtout le classeur outils qui rassemble l'ensemble des règles étudiées dernièrement. D'accord. Donc là aussi, par un codage des différentes fiches, on peut rapidement s'orienter vers le bon outil, vers la bonne fiche. D'accord. Alors peut-être une question complémentaire. Est-ce que le codage que tu utilises en dictée, est-ce que tu l'utilises finalement dans d'autres activités? Bien sûr, oui, le même codage est utilisé lors des productions d'écrits. D'accord. Dans une première phase de production d'écrits, on s'attache surtout à rétablir la syntaxe et la construction des phrases. Et dans un deuxième temps, lorsqu'on s'intéresse à l'orthographe et au toilettage orthographique, j'utilise le même code orthographique, le même code de correction pour apporter l'aide aux élèves. Pour des élèves en plus grande difficulté, qui auraient plus d'une douzaine d'erreurs dans leur dictée, je corrige moi-même certaines erreurs pour ne laisser que celles que je souhaite voir travailler plus attentivement. Je pense que laisser trop d'erreurs à corriger implique une surcharge de travail et n'est pas efficace à terme. Donc en ne laissant que les 6-7 erreurs les plus représentatives et celles qui sont sur des notions que je souhaite travailler, j'oriente comme ça leur recherche. Liliane, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie que tu as 93% de réussite? En fait, c'est par rapport aux erreurs. Si tu as moins 90%, tu restes à ton niveau. Et si tu as plus, tu peux changer de niveau. D'accord. Et si tu as moins? Si tu as moins, tu baisses d'un niveau. Comment tu calcules la note, le pourcentage de réussite? Donc c'est le nombre de difficultés finalement, enfin de mots correctement orthographiés
Voilà, ramener au nombre de mots total de la dictée, D'accord. qui me permet d'avoir le pourcentage de mots correctement orthographiés. Donc c'est une notation positive, quoi. On Voilà. n'enlève pas des points, on Voilà. considère que les réussites, en fait. Exactement. Alors Loris, est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce que tu notes tes résultats au dicté et comment ça marche? Quand tu as des erreurs, ben, ça fait des C'est un score. pourcentages. Oui, un pourcentage. C'est un Et, score en pourcentage, en fait. Il faut être en haut et ça, c'est la limite où il faut être normalement avant D'accord. la fin de l'année. On voit que tes résultats, quelquefois ils baissent, des fois ils montent un petit peu. Et là, ça te permet de faire quoi d'arriver ici, là? Ben, c'est où on devrait être à la fin de l'année. Enfin, il faut avoir pas tous les Est-ce que toi tu as changé de niveau, Loris, en cours d'année? Oui. Oui. Alors, c'est quoi les niveaux en dictée? Ben, c'est vert, orange et rouge. Vert, orange, rouge, pareil qu'en calcul. Et donc là, tu es à quel niveau en ce moment, Loris? J'étais vert, là j'ai passé en rouge. Et est-ce que tu as l'espoir de passer en rouge? Je sais pas. Tu sais pas? J'ai maintenant un petit peu de recul par rapport à ce dispositif, puisque ça fait plus d'une année scolaire qu'il est en fonctionnement, et j'ai noté que pour des élèves, en particulier certains en grande difficulté, ça les avait réconciliés avec la dictée qui était pour eux un moment très délicat, et de véritables progrès qu'ils peuvent mesurer eux-mêmes de par le pourcentage de réussite qui est calculé à chaque fois. C'est déjà un dispositif qui a évolué, qui a mûri mois après mois. J'étais essentiellement sur une différenciation en fonction du niveau des élèves, soit en CM1, soit en CM2, puis je suis arrivé sur plus me pencher sur leur performance pour arriver à définir ces niveaux. Moi, je suis en train de le faire évoluer actuellement en pointant à chaque fois sur un document les erreurs faites par les élèves, ce qui me permet d'avoir une évolution. Voilà, c'est un outil de travail, mais qui me permet de voir semaine après semaine si pour un élève ce sont systématiquement les mêmes difficultés qui arrivent. D'accord. S'il y a des évolutions, ça permet de façon synthétique d'avoir les évolutions des élèves. Donc c'est peut-être en ce sens-là que je souhaite encore améliorer le dispositif pour... Moi maintenant j'ai conscience de certaines erreurs qui se réitèrent un peu chaque semaine, et je voudrais que les élèves en prennent conscience eux aussi. Je crois que l'idée elle est là, si à un moment les élèves pouvaient prendre conscience, si on arrivait à leur faire prendre conscience des fautes qu'ils font le plus souvent, le gros avantage, on le voit bien, ça sera au moment de la relecture active. Au-delà de ça, qui est déjà très très intéressant en soi, c'est finalement, est-ce que je ne peux pas exercer une vigilance sur ce que je fais comme faute le plus souvent. Et s'il est capable de les corriger avant de rendre son travail, on a tout gagné. Voilà. Et c'est en ça que le dispositif fait évoluer aussi les élèves. On voit certains élèves qui arrivent à 95 jusqu'à 100% de réussite, et pour eux le temps le plus actif est le temps réel de la dictée, puisque là ils ont pris petit à petit conscience de leurs erreurs et savent cerner les endroits où ils doivent avoir une relecture vraiment efficace. Et à l'inverse, d'autres élèves plus en difficulté, je pense que le temps d'apprentissage pour eux est plus le lendemain, au moment de la correction. Bien sûr. Les moments où ils vont utiliser les outils pour se corriger, et c'est cette répétition hebdomadaire qui permet petit à petit de transférer ce temps efficace de travail du vendredi matin lorsqu'on corrige au jeudi, au moment où vraiment effectivement on est dans le temps de dictée. D'accord. Alors Maxime a mis en place une tactique. Lorsqu'il fait la dictée, quand il a des doutes, il met lui-même une petite croix au crayon de bois sous le mot, et pendant la phase de relecture, il revient seul sur les mots, et la plupart du temps a réussi à corriger correctement, à corriger ses erreurs. Ça te sert à faire des progrès, ça, Maxime, ou pas? Ça me sert à éviter les erreurs surtout. Enfin, avant que ce soit le maître qui les corrige. Pour votre relecture, vous allez faire attention cette semaine aux participes passés en et, ou alors à accorder, ou alors aux infinitifs en ER. Vous connaissez la règle, on l'a revue il n'y a pas longtemps.